What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Chères auditrices et chers auditeurs, cet été je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des blockbusters méconnus ou oubliés dont nous allons tenter de comprendre les succès ou plus généralement les échecs au box-office en les resituant dans le contexte commercial du cinéma américain des années 80 aux années 2000. Au programme de cet épisode, un trésor, des âmes sœurs et le SAMU intergalactique. Has come for Chris Nielsen. You've died, Chris. If heaven is a place where you know only joy, Boy, I screwed up. I'm in dog heaven. You're creating an entire world here, from your imagination, from anything you want. where you feel no more fear, I'm gonna drown. You can't, you're already dead. and anything you can imagine is real. It's your world! Could you let go of the love you left behind? Diplômé des Beaux-Arts, scénariste, réalisateur, le néo-zélandais Vincent Ward est à compter parmi les personnalités atypiques d'Hollywood, capable de se lancer dans un projet aussi ambitieux que périlleux en 1998 avec Au-delà de nos rêves, adaptation du roman éponyme de Richard Matheson. Drame fantastique au romantisme éperdu, le film raconte le passage dans l'au-delà du docteur Chris Nielsen et sa traversée de l'enfer pour sauver l'âme de sa femme récemment suicidée. Si on s'en tient à ce pitch, on peut imaginer un film relativement intimiste, à l'imagerie fantastique sommaire et convenue. C'est sans compter sur l'imaginaire débordant de Vincent Ward, cumulé à celui de Richard Matheson, donnant au paradis la beauté et l'éclat d'un tableau impressionniste, et à l'enfer les symboliques dantesques d'un porte-avions échoué, d'une voûte de cathédrale renversée, et d'un champ d'âme perdu, pavé de visages implorants. Un véritable défi visuel pour son époque, exigeant pas moins de 85 millions de dollars, s'avérant casse-gueule à double titre. D'une part, parce que ses partis pris esthétiques radicaux risquaient d'apparaître outranciers, voire de mauvais goût, et parce que son ton romantique risquait d'être perçu comme mièvre, exacerbé, voire ridicule. Une entreprise risquée qui misait certainement sur l'extraordinaire popularité de Robin Williams et sa capacité à faire communier le public dans l'émotion et la tendresse. Malheureusement, le capital sympathie de la star ne suffit pas à éviter l'échec, puisque Au-delà de nos rêves n'engrangea que 87 millions de dollars dans le monde et seulement 140 000 entrées en France. Son. Papa. You're Klaus. Welcome. No, Welcome. you're not my dad. Sorry. It's all right. They never come. Don't worry, it's only a matter of time. La redécouverte du blockbuster de Vincent Ward, 26 ans après sa sortie en salle, se révèle une agréable surprise, tout d'abord parce que son audace graphique tient plutôt le coup sur le plan technique. Alors certes, on hausse parfois un sourcil interrogateur à cause des combinaisons baroques entre les diverses inspirations esthétiques, notamment l'aspect post-apocalyptique aux portes de l'enfer, qui évoque autant un film d'action des années 80 qu'un clip MTV des années 90. Mais le travail délicat du maître Eduardo Serra à la photographie permet de lier les séquences et de dégager une impression globale de cohérence dans l'image et l'état d'esprit du film. Pour adhérer à cet état d'esprit, il faut bien entendu accepter un ticket d'entrée, celui du pathos de la première partie du récit, d'autant plus difficile à recevoir après le suicide de Robin Williams et les révélations sur ses troubles dépressifs. Mais si vous êtes d'humeur à verser des larmes cathartiques, à exorciser le temps d'une soirée votre peur de la mort ou du deuil, Au-delà de nos rêves s'avère un récit bien mené et empreint de nobles intentions de la part de ses auteurs. On peut sans doute regretter la lourdeur de certains dialogues, dont on n'avait pas vraiment besoin pour comprendre les enjeux et les émotions traversées par les personnages, mais dans l'ensemble, Ward évite de tomber dans la condescendance et encore moins dans le jugement moral. On lui sait gré d'ailleurs de ne pas s'être cantonné à une vision judéo-chrétienne de l'au-delà et de la vie humaine, car la plupart du temps à Hollywood, ce traitement tourne à l'embarras pour le spectateur, et d'avoir opté pour un amalgame New Age de différentes doctrines poussant le champ des possibles jusqu'à la réincarnation, ce qui généralement passe un peu mieux au cinéma. Curieux objet donc que cette production à la fois fastueuse et indépendante des majors, qui met sa mythologie et son souffle épique au service de cette histoire d'âme sœur, sans chercher à surenchérir dans les enjeux avec un monstre à terrasser, une puissante némésis à vaincre ou un monde entier à sauver. Welcome to the world of medical rescue vessel Nightingale 9. You want to tell me what you're doing out here? I like deep space. It's quiet.
Prepare for rescue operation via dimension jump. Research says D-jump is great for your sexual stamina. Hallelujah. You can play with me whenever you want. I'm not saying anything's gonna happen between us, but if it does, I want you to understand that whatever happens on this ship stays on this ship. Hi-ho, Silver. It was their time and their space until they answered a distress signal that would change everything. Petite question cinéphile, connaissez-vous le réalisateur Thomas Lee? Vous répondrez très certainement non à cette question, puisque Thomas Lee n'existe pas vraiment. Il s'agit d'un alias, tout comme Alan Smithy, choisi par les cinéastes reniant leur travail, ou du moins le traitement de leur travail par une major. C'est hélas ce qui est arrivé à Walter Hill, signant le film de science-fiction Supernova sous le pseudonyme Thomas Lee, après des désaccords rédhibitoires avec la Metro-Goldwyn-Mayer. Déjà en activité depuis 25 ans, Walter Hill accepte le projet de la MGM en 1998, car co-scénariste des 3 premiers films de la saga Alien, il s'intéresse à cette histoire de vaisseau de secours médical, répondant à un appel de détresse aux confins de la galaxie, et sent qu'il pourra en tirer des réflexions science-fictionnelles et métaphysiques, tout en garantissant une ambiance tendue. Mais à l'étape du montage, sa version ne convainc pas la MGM, et Walter Hill claque la porte au profit de Jack Sholder, le réalisateur de Eden et La Revanche de Freddy, dirigeant des reshoots pour proposer ensuite son montage plus cool, plus sexy, plus en phase avec le cinéma de genre de l'époque. Le résultat ne convainc pas totalement la MGM, qui demande alors à Francis Ford Coppola, l'un des membres éminents de son directoire, de travailler à une 3e version, ce que le cinéaste fit en précisant tout de même à la Major que de nouveaux reshoots étaient nécessaires pour obtenir une version cohérente. Mais la MGM refusa, et après avoir dépensé la bagatelle de 90 millions de dollars, elle se débarrassa de Supernova avec une sortie en salle restreinte au début de l'année 2000, qui rapporta seulement 15 millions de dollars au box-office mondial. Look, there's no question. This is it. Primary contact. People have been dreaming about this for thousands of years. Exactly. I'm not convinced we shouldn't blow it out the closest airlock. You can't be serious. You have any idea what you're saying? I'm saying I don't know what the hell it is, and nothing you showed me or told me indicates that you do either. Maybe it is an alien artifact, maybe it's a magic trick. Maybe it's a distillation of knowledge of an advanced civilization. Maybe it's just a toy, an alien child's toy. Or an alien sex object. Supernova avait pourtant sa carte à jouer dans le blockbuster de science-fiction, l'année de la sortie de Mission to Mars, Planète Rouge et du succès surprise de Pitch Black. Mais hélas, le film de Walter Hill fait partie de ces projets ambitieux qui, mouture après mouture, révision après révision, perdent toute aspérité, tout relief et envergure pour n'être plus à l'arrivée que des produits aseptisés par les décisions pusillanimes et opportunistes des majors. Réduit à 1h25 de récit, cette histoire pourtant prometteuse d'artefacts surpuissants d'origine inconnue reste à l'état d'embryon à cause de ses intrigues systématiquement désamorcée quand elle commence à peine à se dessiner. Pas le temps de développer un personnage ambigu avec le passager supplémentaire, Peter Facinelli campe d'emblée un antagoniste grotesque au sourire narquois. Pas le temps non plus d'envenimer les relations malsaines que tisse cet intrus et l'objet qu'il transporte avec les membres de la mission médicale, notamment l'addiction à l'artefact du personnage de Yeardsley, qui se contente de garder les yeux fixés sur cette idole sans devenir une véritable menace pour ses collègues, comme c'est d'ordinaire le cas avec ce type de personnage basculant dans la folie. Pas le temps non plus de développer les questions autour de l'intelligence artificielle du vaisseau et de l'androïde d'assistance, qui présentait pourtant un fort potentiel pour entremêler étrangeté et émotion. Le montage resserré ne joue pas seulement sur le rythme du film, il conditionne également nos impressions sur son atmosphère et l'ambition de ses thèmes science-fictionnels pour nous donner au final à ressentir l'efficacité d'une série B davantage orientée action et destinée au marché vidéo. Ce faisant, il ne laisse presque aucune place aux images majestueuses d'effroi et de poésie, de celles qui ont fait la renommée d'Event Horizon, Sunshine, Interstellar ou Ad Astra, sans parler bien entendu de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce qui est d'autant plus décevant puisque Nick, le protagoniste, est présenté comme un ancien junkie tout juste clean, ce qui pouvait augurer d'expérimentations visuelles et sensorielles sur la perte de repères, la solitude dans l'espace et la proximité de l'artefact vampirisant les corps et les esprits. Mais là encore, la piste est abandonnée d'emblée pour que Nick apparaisse au final comme un héros d'action viril et droit. For explorer Dirk Pitt and his team, this is the place. Ship should be here. I have to warn you, it is very dangerous for foreigners. It was a ghost ship, a cursed ship. The mystery that's buried with a long-forgotten legend carries a threat. This thing could kill millions. No one could have imagined.
Safinatu al-Maut. That sounds poetic. What's it mean? The ship of death. Great! Peu connu en France, mais véritable figure de la littérature populaire aux États-Unis, le chasseur de trésors Clive Cussler aligna les best-sellers dans les années 80 et 90. Pas étonnant donc qu'un de ses romans d'aventure, Sahara, attira la convoitise de Paramount Pictures au début des années 2000, dans l'optique d'un blockbuster porté par Tom Cruise dans un premier temps, puis Hugh Jackman qui venait d'accéder au rang de star avec X-Men. Mais un problème d'emploi du temps contraint l'acteur australien à se désister au profit de Matthew McConaughey, un visage et une stature de beau gosse, familier du public depuis le milieu des années 90, notamment grâce à Contact, Amistad, Le règne du feu ou Comment se faire larguer en 10 leçons. Avec le blockbuster Sahara, fort de 130 millions de dollars de budget, McConaughey avait l'occasion de s'imposer comme l'une des stars masculines de sa génération, mais Sahara connut hélas un échec patent avec seulement 119 millions de dollars récoltés dans le monde en 2005. Ainsi, dans la deuxième moitié des années 2000, McConaughey resta cantonné à de modestes succès dans la comédie romantique avant de connaître une nouvelle phase de succès et de renommée au début des années 2010 avec La Défense Lincoln, True Detective et autres Interstellar. Pour garantir un divertissement spectaculaire et dépaysant, Paramount avait misé sur une formule narrative simple et lisible où s'entrecroisent deux aventures, celle de Dirk et Hal, un duo de chasseurs d'épaves à la recherche d'un navire de guerre chargé de pièces d'or, et celle d'Eva, un médecin de l'OMS enquêtant sur une mystérieuse maladie entre le Niger et le Mali. Et le principal problème du film vient justement de cette seconde intrigue, prenant le dessus sur la première pour s'imposer en tant qu'intrigue principale et nous éloigner hélas des enjeux et des intentions du duo d'aventuriers. D'une certaine façon, Eva, interprétée par Penelope Cruz, devient la véritable protagoniste de Sahara, dont l'enjeu primordial consiste à arrêter un scandale sanitaire, politique et industriel, au point qu'on croirait basculer dans un James Bond ou quelconque film d'action matiné de thriller politique. I have to put you on hold. I don't believe this is a normal shakedown, huh? We are looking for the doctors. Where are they? Where is the woman? Sorry, I don't speak English. You are speaking English now. No, I only know how to say I don't speak English in English. Élargir les enjeux du film d'aventure au-delà de la simple quête du trésor, pourquoi pas? Après tout, Indiana Jones, la figure emblématique du genre, se retrouve à devoir déjouer les plans apocalyptiques des nazis en cherchant le Graal ou l'Arche d'Alliance. Mais l'intrigue fonctionne dans sa globalité et donne une impression de cohérence thématique justement parce qu'Indiana ne dévie pas de sa quête et que les antagonistes s'expriment autour du même but et de la même volonté de trouver l'artefact historique. A contrario, Dirk et Hal s'éloignent de leur quête du navire perdu parce que leur priorité est d'aider Eva qui n'a rien à voir avec ce trésor historique et qui a pour antagoniste un général milicien et un homme d'affaires qui, eux non plus, ne s'intéressent absolument pas au trésor. Les chasseurs d'épaves agissent en bons samaritains, droits, responsables et d'emblée conscients que les enjeux sanitaires de la mission de la médecin dépassent ceux de leur quête. Et c'est sans doute là les limites dramaturgiques de Sahara, qui ne fait pas l'effort de construire des personnages ambigus, de prime abord cupides et égoïstes, qui, s'ils étaient emportés malgré eux dans une aventure qui les dépasse, devraient faire des efforts pour conquérir leur statut de héros. Hal est certes un personnage un peu foufou, quasiment un comic relief interprété par Steve Zahn, abonné à ce type de rôle dans les années 2000, mais Dirk n'a rien d'un mercenaire à la Han Solo, et c'est sans surprise qu'il finit par séduire Eva, puisqu'il s'est constamment comporté en gentleman depuis leur rencontre. Alors on appréciera les majestueux décors du désert marocain, et quelques idées inscrivant Sahara dans l'héritage du récit d'aventure, comme la carcasse d'un avion des années 30, relique des rêves et des mythes passés que nos héros bricolent pour en faire un char à voile, prouvant que ces rêves et ces mythes ont encore un rôle à jouer dans le cinéma. De belles idées disséminées ça et là, mais qui ne suffisent pas à donner une âme et un esprit véritable au film, difficilement saisissable, parce qu'on ne voit pas vraiment le lien thématique ou esthétique entre le bateau échoué en plein désert avec sa cargaison d'or et le trafic de déchets toxiques polluant la région. D'ailleurs, in fine, on ne comprend pas vraiment ce que ce navire militaire de la guerre de sécession vient faire dans ce décor et cette histoire. Are you alright? That was close. Yeah, it was. How are you? Glad I'm driving. Still there? I am too. Rudy! I shot a guy with a flare gun. Cool. What? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!